À 76 ans, je me suis retrouvé dans la voiture de ma fille, le siège passager baigné d'un soleil pâle. Je venais de me faire opérer, et ma convalescence s'annonçait longue. À l'avant, elle bavardait avec mon petit-fils, mais leurs mots ne m'atteignaient pas. J'étais trop occupé à me répéter, encore et encore, cette phrase qu'elle m'avait dite à l'hôpital. « Maman, viens à la maison. C'est la meilleure solution pour tout le monde. » Je me sentais infiniment reconnaissante, enveloppée de leur amour, et persuadée que c'était la vérité. Mais le camion de déménagement était déjà chargé quand j'ai trouvé l'avis d'expulsion, signé par mon propre fils. Veuillez vous abonner. Ce n'était pas un avis d'expulsion physique, bien sûr. Il n'y avait pas de papier officiel collé à ma porte. Mais l'effet était le même. C'était une expulsion émotionnelle, un lent effacement de ma place dans cette maison. Au début, tout était parfait. Ma fille, Camille, me préparait des thés à la camomille, et mon petit-fils, Léo, venait me lire des articles de journal sur sa tablette. Il s'assurait que j'étais confortable, que la télévision était allumée. J'ai flotté dans un nuage de soins et de gratitude, tellement soulagé de ne pas être seul. C'est quand on est vulnérable que l'on ne voit pas les fissures se former sous nos pieds. On s'accroche à la bienveillance, même quand elle commence à sentir la condition. La première fissure fut un matin banal. Léo a posé la main sur mon épaule, son regard sérieux. « Mémé, tu sais que j'ai besoin d'une voiture pour mon nouveau stage. Je pourrais peut-être avoir un petit coup de main. » J'avais mes économies, bien sûr, mais elles étaient là pour mes derniers jours, une sorte de bouclier contre l'incertitude. Je lui ai expliqué gentiment que je ne pouvais pas co-signer pour lui. Un petit prêt, peut-être, mais pas un engagement qui me lierait à vie. Et c'est là que le regard de mon petit-fils a changé. Il n'y avait pas de colère, non. Il y avait une distance, une déception glacée. Comme si mon nom avait annulé tout ce que j'avais été pour lui. C'était la première graine d'un silence qui grandissait. Ce silence était étrange. Il n'était pas total. Il y avait encore des bons jours et des bonnes nuits. Mais les conversations longues, les rires partagés, les moments de complicité, tout cela avait disparu. Ma fille me donnait mon assiette sans me regarder vraiment. Léo répondait par des monosyllabes quand je posais des questions. C'est là que j'ai compris la conditionnalité de leur accueil. Ma présence était la bienvenue tant que je ne posais pas de problème. Tant que j'étais une charge silencieuse, un meuble sans âme. Mais ma résistance à l'emprunt m'avait rendu visible. Et cette visibilité les dérangeait. Puis, une après-midi, ma lampe de chevet s'est éteinte. J'ai essayé la prise, une autre, rien. J'ai appelé Léo pour qu'il regarde. Il a poussé un soupir et a branché un chargeur de téléphone qui a parfaitement fonctionné. « C'est la lampe, mémé » a-t-il dit sans me regarder. Il n'a pas proposé de la changer. La nuit tombée, j'étais plongé dans le noir. Quelques jours plus tard, la seule prise près de ma table de chevet a cessé de fonctionner. Mon petit-fils l'a testé, de nouveau avec ce soupir exaspéré. C'est un problème de câblage dans la maison, mémé, on verra plus tard. Il n'y a jamais eu de plus tard. Le message était silencieux, mais d'une clarté totale. Il ne me demandait pas de partir. Il rendait ma vie ici invivable. Lentement, insidieusement. C'était un type de cruauté que je n'avais jamais rencontré, une sorte de violence invisible qui s'enveloppe de gentillesse. Je commençais à me sentir comme un fantôme dans ma propre maison. Je me levais, je prenais mon café, je m'asseyais devant la télévision, et tout le monde continuait sa vie comme si je n'étais pas là. On ne m'invitait plus à la table. Mon assiette était posée à côté du canapé. Je ne faisais plus partie de la famille. Je n'étais qu'un fardeau en convalescence, et maintenant que je refusais d'être un fardeau profitable, je devenais un problème à gérer, une chose dont il fallait se débarrasser. C'est là que j'ai fait ma petite révolution. Une petite révolution en secret, sans fanfare ni éclat de voix. Un matin, Léo est parti au lycée, et ma fille au travail. J'ai allumé mon vieil ordinateur portable. Les doigts tremblaient un peu, mais la mémoire est un muscle. J'ai tapé location appartement petit studio. Des annonces ont défilé sur l'écran. La plupart étaient trop chères. Mais une a retenu mon attention. Un petit studio dans un quartier calme de mon ancienne ville. Studio lumineux pour personne seule. C'était presque une invitation personnelle. L'idée de partir me terrifiait et m'excitait à la fois. J'avais plus de 75 ans. Me voilà, une petite dame en convalescence, qui préparait sa fuite comme une jeune fugueuse. Mais j'ai compris que ma vie s'arrêtait ici si je ne faisais rien. J'ai contacté le propriétaire.
Un homme d'un certain âge, qui a été d'une gentillesse rare. Il m'a écouté attentivement et a pris le temps de m'expliquer comment il pourrait m'aider. J'ai revu mon carnet de comptes, mes quelques économies. J'ai contacté une banque pour voir si je pouvais retirer de l'argent de mon assurance vie. J'ai commencé à faire quelques petits coups de fil à de vieilles amies, à des gens que j'avais rencontrés dans ma jeunesse. J'étais en train de me reconstruire un monde. Un monde où mon confort n'était pas conditionnel. Un monde où ma dignité n'était pas un chantage. Un monde où je ne serais pas un simple meuble. Pendant que je faisais cela, le silence et les signes d'exclusion s'intensifiaient. Un jour, ma fille a déplacé mon fauteuil préféré. L'oreiller que j'aimais a disparu. C'était de petites choses, mais qui s'empilaient. Une collection de détails qui me criaient que je n'avais plus ma place ici. Mais ces petits gestes, qui auraient dû me briser, me rendaient plus forte. Je savais ce que je devais faire. Et la petite annonce du studio lumineux scintillait au bout de mon chemin comme une étoile. Je me sentais comme un moineau qui se construit un nid en secret, brin d'herbe après brin d'herbe. Et chaque brin, c'était un peu de ma dignité que je récupérais. C'était un travail silencieux, discret. Je n'avais pas besoin de crier, de me plaindre ou de faire de la peine à ma famille. Le silence qui avait été leur arme devenait mon bouclier. Le jour J est arrivé. Un matin ensoleillé. Ma fille est partie travailler. Léo est parti au lycée. J'avais fait les cartons toute la semaine. Juste les affaires essentielles. Mes livres, mes photos de famille, mes quelques souvenirs. J'avais tout mis dans des sacs de course et dans des valises. Le propriétaire du studio est arrivé comme prévu. On a tout mis dans sa camionnette, tranquillement. Il n'y a pas eu de confrontation, pas de pleurs, pas de cris. C'était la fin d'un chapitre, et je voulais la clore dans le calme, la paix que je désirais tant. Quand je suis monté dans sa camionnette, j'ai regardé la maison de ma fille une dernière fois. Le soleil brillait sur la façade. C'était une belle maison, une maison pleine d'amour. Mais ce n'était plus ma maison. Et c'était à moi d'y mettre fin. Le studio était petit, mais il était lumineux. J'ai déballé mes affaires tranquillement. J'ai posé mes livres sur l'étagère, mes photos sur la table de chevet. J'ai allumé la lampe de la cuisine. Elle a fonctionné. Je me suis fait un thé de mes propres mains, dans une tasse qui m'appartenait. Je me suis assise dans mon fauteuil, dans le silence, et j'ai regardé le soleil se coucher. C'était un silence différent de celui de chez ma fille. Ce n'était pas un silence de vide, mais de plénitude. Un silence de liberté. Et en moi, j'ai senti quelque chose se dénouer. Le soir même, j'ai reçu un appel de ma fille. Sa voix était paniquée. « Maman, où es-tu ? Le voisin m'a dit qu'il avait vu une camionnette. Qu'est-ce qui se passe ? » J'ai pris une grande respiration. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai parlé sans peur. J'ai expliqué que j'avais trouvé un endroit à moi, un endroit où je serais en paix. Elle a commencé à s'énerver. « Mais maman, pourquoi tu as fait ça ? On t'aimait. On te voulait avec nous. » J'ai écouté ses larmes, sa voix qui montait. Et j'ai répondu, calmement. « Je sais que tu m'aimes, ma chérie. Mais il n'y a pas que l'amour. Il y a le respect. Et tu ne me respectais plus. Je devais retrouver ma dignité. » Elle a raccroché. Léo m'a appelé quelques jours plus tard. Sa voix était plus douce. « Mémé, je suis désolée. Je comprends maintenant. Je ne voulais pas te faire de mal. Je ne savais pas ce que je faisais. » C'était un pas. Un tout petit pas. Et j'ai compris que ma fuite n'avait pas été une vengeance. C'était un message d'amour. Un message pour dire que je valais plus que d'être un fardeau. Que ma vie avait encore une valeur. Que ma présence devait être honorée. Dans mon studio, ma vie a repris son cours. Les matins, je me préparais un thé. Les après-midi, j'allais me promener au marché. J'ai rejoint un petit club de bridge. J'ai recommencé à peindre. Ma vie était pleine de petits riens, mais qui étaient tout. Je me sentais plus vivante que jamais. Et un matin, en revoyant mon testament, je l'ai réécrit. J'ai fait une donation à une association qui aide les femmes âgées à retrouver leur indépendance. C'était un message. Mon histoire n'était pas unique. Et je voulais que d'autres femmes, comme moi, puissent trouver la force de partir. De se reconstruire. De se retrouver. Mon héritage ne serait pas mon argent, mais mon expérience. C'était ça, ma revanche. Pas de mots hurlés, pas de portes claquées. Mais une vie paisible, une vie que j'avais choisie. Une vie où je me respectais. Ma vengeance, c'était ma dignité. C'était de dire,
par mes actions, que l'amour ne devait jamais être conditionnel. Et que la liberté, même à 76 ans, pouvait s'acquérir par un simple pas, un simple nom, et un petit studio lumineux.